Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie. Alors, la mécanique quantique, c'est la théorie des atomes et des particules, notamment les particules dites élémentaires, comme électrons, photons, etc. En réalité, la mécanique quantique doit s'appliquer à tout, y compris des objets macroscopiques comme des chaises, des tables, etc. Mais si on prend par exemple une balle de golf, on frappe dessus et qu'on étudie sa trajectoire, les corrections apportées par la mécanique quantique par rapport à la physique classique, newtonienne par exemple ici dans ce cas, ces corrections sont infinitésimales. Et donc inutile d'utiliser l'arsenal assez complexe, avec équations différentielles et tout bastringue, de la mécanique quantique pour résoudre la trajectoire d'une balle de golf. Donc on l'emploie en général qu'à l'échelle des atomes. Elle est quand même utilisée dans certains cas complexes ou des cas macroscopiques, comme par exemple en chimie avec les grosses molécules, les superfluides, la supraconductivité, le ferromagnétisme, etc. Ceci en combinaison avec des outils appropriés et en particulier avec la physique statistique. C'est une théorie, la mécanique quantique, une théorie extrêmement puissante. Elle est sans doute la théorie la mieux vérifiée de tous les temps. Elle a été vérifiée dans tous les domaines, sauf la gravitation, qui est décrite par la relativité générale, qui n'est pas une théorie quantique, et avec une foultitude d'expériences, avec parfois des précisions absolument incroyables, jusqu'à 6 ou 7 chiffres après la virgule. Donc elle est extrêmement bien vérifiée, et elle explique un très grand nombre de phénomènes. Les atomes, bien sûr, le magnétisme des aimants, la chimie, le laser, etc., etc., etc. La microélectronique, tout. La liste est très longue, très très longue. On peut certainement dire que la mécanique quantique est ce qui a apporté la révolution dans la seconde moitié du XXe siècle dans les techniques, les sciences et les techniques. La théorie est beaucoup trop vaste et beaucoup trop complexe, surtout mathématiquement, pour être présentée en détail ici. On va donc juste voir les bases et l'essentiel, ce dont on a besoin pour parler de l'énergie. C'est le but de cet exposé. On ne verra pas tous les aspects de la mécanique quantique, en particulier, on ne verra pas tous les étranges comportements et mystères de la mécanique quantique. C'est très intéressant, mais c'est beaucoup trop long pour cet exposé. Alors, une représentation typique des particules, telles que les électrons et les photons, est sous forme d'ondes, des ondes. Alors ça peut surprendre, ça peut sembler très étrange, quand on voit des objets solides, comme des tables et des chaises, qui sont composés de particules, électrons, protons, neutrons, et ça peut sembler étrange aux néophytes, qui auraient tendance à imaginer l'électron comme une petite bille, alors que c'est pas vrai. Les ondes sont certainement beaucoup plus proches de la réalité, alors qu'il y a des différences avec les ondes classiques, nous en parlerons un peu, mais c'est quand même plus proche. Alors, voyons par exemple l'expérience de Young. Alors, Young a fait une expérience avec deux panneaux, un percé de un trou, l'autre de deux trous, qu'on voit ici de profil, et il envoie des ondes dessus. Ça peut être, par exemple, des ondes sonores, ou des ondes électromagnétiques, comme il l'a fait à l'époque, ou des vagues, simplement des vagues dans l'eau. On peut imaginer que ceci est un plan d'eau, que ceci est des vagues, et ceci, ce sont des digues avec des trous dans les digues. Dans ce cas-là, à la sortie, la vague prend une forme circulaire qui se propage jusqu'aux deux autres trous, et elle sort des deux trous. Ici, on met une cible. Alors, pour des vagues, la cible, ça pourrait être une plage en pente douce, sur lesquelles les vagues viennent mourir. Et plus la vague est haute, plus elle avance loin sur le sable. Il suffit alors de regarder le sable mouillé pour voir le résultat. Et les ondes
les vagues arrivent ainsi sur la plage. Ce qu'on observe alors, c'est que les ondes, les vagues passant par les deux trous, vont interférer. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est si on a une vague vue de profil, comme ceci, et une autre identique, qui se combinent, on va obtenir une vague 2 fois plus haute, ce qui est assez logique. Et si on a des vagues en opposition de phase, comme on dit, c'est-à-dire une bosse correspond à un creux, lorsqu'elles se rencontrent, l'eau dans la bosse va remplir le creux et le résultat des deux sera presque zéro. C'est typiquement ce qu'on appelle des interférences. Or, ici, sur la cible, le fait d'avoir ça ou ça dépend de la distance parcourue par les vagues, selon qu'elles vont arriver en même temps ou légèrement décalées. Et on obtient alors comme résultat, sur la cible, on obtient, ici je trace la longueur de sable mouillé sur le sable, et on voit des pointes avec des creux. Typiquement, on appelle ceci une figure d'interférence pour les ondes. C'est très utilisé. Si on regarde la distance qu'il y a entre les franges d'interférence, la longueur ici, alors un petit calcul assez simple permet de retrouver la longueur d'onde des vagues. La distance ici, la distance ici. Lambda. Distance, longueur d'onde des vagues. Des dispositifs comme ça, souvent un peu plus perfectionnés que ça, on utilise des réseaux par exemple, qui sont des, non pas de trous, mais un très très grand nombre de trous, c'est plus précis. Ça permet de calculer la longueur d'onde. Si on fait l'expérience avec de la lumière, c'est-à-dire avec des ondes électromagnétiques, on obtient un résultat analogue, ce qui est assez logique, hein, avec des ondes. Si on fait l'expérience maintenant avec des électrons, on envoie donc, on a nos deux trous, c'est surtout eux qui importent, hein, et on envoie des électrons. Ces électrons peuvent être envoyés avec un canon à électrons, typiquement c'est un tube cathodique, comme dans les anciennes télévisions. Donc les électrons arrivent, heurtent la cible, et surtout passent par le petit trou où ils sont dispersés. Ils vont alors arriver sur la cible, qui peut être une plaque photographique ou un écran cathodique, toujours comme dans les anciennes télés. Si on n'ouvre qu'un seul trou, alors le nombre d'impacts sur la cible va suivre typiquement une courbe en cloche, comme ceci. Et d'ailleurs, ceci est vrai aussi pour des ondes. Si on n'ouvre qu'un trou, la vague arrive, comme la vague s'atténue avec la distance, on obtient aussi une courbe en cloche, qui est en fait tout à fait identique. Si on fait l'expérience maintenant avec des corpuscules, donc réellement des petites billes, par exemple on envoie des balles de fusil. Dans ce cas-là, les deux bosses vont s'ajouter pour donner quelque chose comme ceci. Beaucoup de balles au centre, moins sur les côtés. Typique de corpuscules. Et si on fait l'expérience avec des électrons, ce qu'on obtient, pour le nombre d'impacts sur la cible, on obtient une figure comme cela. Beaucoup d'électrons à certains endroits, peu à d'autres. On a une figure d'interférence. Donc, les électrons se comportent comme des ondes. Avec toutefois une différence, c'est d'ailleurs pas la seule, il y a quelques autres différences, mais une différence capitale, c'est que les impacts sont ponctuels. On a des points. Et c'est l'accumulation des points qui donne cette figure. Alors qu'avec les vagues, on a une figure continue. La trace est sur toute la longueur de la plage. Notons que si on fait l'expérience avec de la lumière, mais une lumière très peu lumineuse, dans laquelle on envoie un photon à la fois, on sait le faire, on peut envoyer un photon à la fois, on a en fait exactement le même comportement.
un impact sur un point sur une plaque photographique, par exemple, d'un photon, puis un autre, et là aussi c'est l'accumulation. Si les ondes électromagnétiques nous semblent des ondes, c'est parce qu'elles sont composées de milliards de photons, chacun se comportant comme une petite onde, avec impact localisé, et toutes ces petites ondes se combinant pour former une grande onde, l'onde électromagnétique, dans laquelle on ne peut plus voir le détail des impacts séparés, parce qu'il y a des milliards de photons. Pour faire l'expérience un photon à la fois, on va utiliser plutôt une lumière très énergétique, comme des ultraviolets par exemple. Avec ce type d'expérience, comme je l'ai dit, on trouve la longueur d'onde, et on peut trouver une relation entre longueur d'onde et vitesse. On peut aussi trouver E égale h nu, c'est-à-dire que la fréquence de l'onde est égale à son énergie multipliée par la constante de Planck, du moins pour un impact. Un impact a obéi à cette relation. Constante de Planck fois fréquence égale l'énergie de cet impact, de cette particule. En réalité, ce n'est pas comme ça que ces relations ont été trouvées, ce n'est pas avec l'expérience de Young. Historiquement, c'est Planck qui étudiait le corps noir, nous en avions parlé, donc l'émission de rayonnement thermique, et essayait de comprendre ce rayonnement. Ça posait beaucoup de problèmes à l'époque. Je ne vais pas entrer dans les détails, on appelait ça la catastrophe ultraviolette. Les résultats de la physique classique donnaient des résultats absurdes. Et on ne comprenait pas pourquoi. Et à un moment donné, Planck, dans son étude, a eu cette idée de dire que peut-être que la lumière, le rayonnement, n'est émis que par petits paquets, des paquets d'énergie H nu. Et en faisant ça, il a trouvé exactement la bonne relation, avec une très très grande précision. La courbe théorique collait parfaitement aux courbes expérimentales. Donc il avait trouvé, sauf qu'on ne comprenait pas pourquoi. Alors Planck pensait que c'était dû à l'atome, que l'atome devait émettre des petits paquets d'énergie. Puis Einstein est arrivé avec l'effet photoélectrique. Il a étudié l'effet photoélectrique, c'est-à-dire le fait qu'une lumière ultraviolette sur une cathode, ou une cathode qui est chauffée, dans laquelle il y a une tension électrique, si elle est heurtée par des ultraviolets, les électrons vont être très facilement arrachés et se diriger vers une diode, vers un autre levier. Vous vous rappelez l'expérience de Thomson, si on applique des ultraviolets, ça passe beaucoup plus facilement. C'est l'effet photoélectrique. Il a étudié l'effet photoélectrique et a montré que la lumière se comportait exactement comme ça. Et donc, Planck n'avait pas été assez loin, il croyait que c'était dû à l'atome, Einstein a montré que c'est la lumière qui est comme ça. La lumière est une onde, mais aussi des petits paquets d'énergie, les photons. Et il a même eu le prix Nobel pour ce travail. De même, l'autre relation, celle entre longueur d'onde et vitesse, a été trouvée par Louis de Broglie, et en fait, il l'a trouvée, lui, en utilisant cette relation-là et des raisonnements très simples de la physique. Donc c'est purement théorique. Et on l'a vérifié, bien entendu, après. Il faut noter que ce caractère ondulatoire, et donc la longueur d'onde des électrons bien maîtrisée, c'est très utilisé actuellement. Par exemple, avec le microscope électronique. Dans un microscope électronique, on envoie un faisceau d'électrons sur un truc très petit, comme une cellule par exemple, ou des très grosses molécules, ou des choses comme ça. Et ça, on utilise en fait, ce microscope fonctionne exactement comme un microscope optique, mais avec des électrons. Ici, les lentilles sont données par des bobines magnétiques et des plaques qui appliquent des champs électriques pour dévier les électrons. Et le principe de ce microscope est exactement le même que celui donné par les lois de l'optique, les lois de la physique ondulatoire. Et c'est la longueur d'onde de l'électron qui fixe la résolution, la précision des mesures. Et il faut des électrons très énergétiques pour avoir une petite longueur d'onde. Alors c'est limité, parce que si on utilise des électrons trop énergétiques, ils vont tout casser. Ils vont détruire les molécules qui vont toucher. C'est pas le but. Donc on travaille à des énergies raisonnables, des longueurs d'onde raisonnables. Malgré tout, la précision des microscopes électroniques est bien meilleure que celle des microscopes optiques.
Voilà, déjà pour ce début sur la mécanique quantique et le comportement ondulatoire des particules. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du principe d'incertitude, que vous avez sûrement déjà entendu parler, et que je préfère souvent appeler principe d'indétermination. Je vous remercie.